Keiharu était un vaurien seul et misérable, maltraité par les hauts gradés à cause de son don. Mais tout change quand il obtient une pierre qui réinitialise le monde, il remonte le temps pour devenir le plus fort et briser ses ennemis. Mais avant cela, Keiharu servait la méchante princesse Flar et son groupe en tant que guérisseur. Cependant, chaque fois qu'il utilisait son pouvoir de guérison sur quelqu'un, il absorbait entièrement toute l'expérience de cette personne dans son cerveau, ce qui lui causait une douleur inimaginable, comme si sa tête allait exploser. N'en pouvant plus, il a tenté de s'échapper d'innombrables fois. Mais son pouvoir était trop précieux, il finissait toujours par se faire attraper. La princesse l'a drogué pour le manipuler plus facilement. Et pour le punir d'avoir tenté de fuir, les membres du groupe le battaient à mort. Lors de leur ultime mission, Flar et son groupe ont livré une bataille féroce contre le roi démon, mais ils ont été écrasés et gravement blessés. Mais quand la princesse a ordonné à son toutou de les soigner, Keiharu a souri, car avec les années, il était devenu immunisé aux drogues et libre de son emprise. Attendant le moment idéal pour vaincre le roi démon lui-même, Keiharu a utilisé des centaines de sorts de rang S volés à ceux qu'il soignait et l'a pulvérisé. Alors qu'elle s'évaporait, il a obtenu la pierre philosophale, capable de redémarrer le monde entier. Voyant la pierre, Flair a exigé qu'il la lui donne, mais Keiharu a refusé, sachant que la sorcière voulait s'en servir pour conquérir le monde. Au lieu de ça, il a juré de guérir ce monde corrompu en remontant le temps avant leur rencontre. Flar l'a prévenu qu'il perdrait la mémoire, mais Keiharu lui a froidement assuré que même sans souvenir, il n'oublierait jamais la douleur qu'elle lui a infligée. Cela dit, Keiharu a activé le pouvoir de la pierre pour relancer le monde, et l'instant d'après, il s'est réveillé dans le passé, dans une petite maison. Soudain, il entend une voix dans sa tête lui demandant de devenir plus fort. Confus, Keiharu va en forêt pour s'éclaircir les idées, mais en cueillant des fruits, la même voix lui ordonne d'obtenir la vision des esprits. Mais avant même qu'il ne puisse comprendre d'où provient cette étrange voix, il se retrouve soudainement possédé par elle. Il s'enfonce alors plus profondément dans les bois, tel un zombie sans esprit, avant de finalement arriver près d'une rivière. Après une incantation spéciale, une déesse Loli aux cheveux verts apparaît soudainement et se présente comme l'esprit de l'étoile. Elle lui demande alors ce qu'il désire et Keiharu répond qu'il veut les yeux d'Alicon, capables de voir toute la création. La déesse accepte son vœu et en embrassant son œil, celui-ci devient vert, lui permettant de voir ses statistiques. Avec l'œil d'Alicon désormais en sa possession, Keiharu recouvre les souvenirs douloureux de son existence passée et se jure de prendre sa revanche sur la princesse et tous ceux qui l'ont maltraité. Plusieurs nuits plus tard, Keiharu débloque son statut de héros guérisseur. Exactement comme lors de sa vie antérieure, et un sceau divin est gravé sur sa main comme preuve irréfutable. Comme il était drogué par la princesse autrefois, il passe les jours suivants à manger des plantes toxiques pour renforcer sa résistance aux drogues. Des semaines plus tard, la princesse Flar et ses chevaliers arrivent au village à la recherche du nouveau héros qui vient de s'éveiller. Voyant le sceau sur la main de Keiharu, elle comprend aussitôt qu'il est le héros et l'invite à se joindre à eux. Comme cela marque le début de sa vengeance, Keiharu n'hésite pas à quitter son village pour la suivre. Lorsqu'ils arrivent enfin à la capitale, Keiharu est présenté au roi Épouvantail, qui l'accueille et lui annonce que sa première mission de guérisseur est de soigner la sainte de l'épée du royaume, actuellement en voyage. Après avoir quitté le roi, Keiharu est épuisé et tente de s'accorder un repos bien mérité. Mais soudain, une soubrette sexy entre et lui saute dessus, exigeant de goûter à sa grosse saucisse de héros de 2 mètres. Keiharu ne résiste pas, car il compte de toute façon lui voler son expérience. Dès lors, chaque soir, d'autres servantes déchaînées font la queue pour s'offrir à lui, et Keiharu déploie ses talents de grand séducteur tout en volant leur expérience. Plusieurs jours après, la sainte de l'épée, Clyrée, rentre enfin au château, et Keiharu est amené pour la soigner. Après s'être présenté, Keiharu pose sa main sur sa tête et en tentant de la soigner, son esprit est soudain envahi par les souvenirs horrifiques de Clyrette sur un champ de bataille ensanglanté. Cela le terrifie au plus haut point, si bien qu'après avoir régénéré la main coupée de Clyrette, il s'étouffe avec sa propre salive. Quand Clyrette tente de l'aider, la princesse Flar arrive et lui ordonne d'aller montrer sa main guérie au roi pendant qu'elle s'occupe de ce minable guérisseur de pacotille. Cependant, avant de partir, Clyrette remercie Keiharu de l'avoir soigné et promet de lui rendre l'appareil. Aussitôt après, Flar se met à dénigrer Keiharu, le traitant de guérisseur incompétent qui s'est effondré dès sa première tentative. Le mage façon Gandalf tente alors d'expliquer à quel point Keiharu est remarquable pour avoir régénéré un membre amputé, mais Flar trouve ses paroles insensées, tout comme sa sale tête, et lui ordonne de droguer Keiharu pour qu'il ne s'évanouisse plus. À l'insu de la princesse, Keiharu fait semblant d'être inconscient, et après avoir surpris son plan sinistre, il réalise qu'elle est toujours la même traînée maléfique de sa vie antérieure.
Désormais, il est encore plus déterminé à s'occuper d'elle sans aucune pitié. Plus tard ce jour-là, Kayaru feint d'avoir peur d'utiliser son pouvoir de guérison, affirmant que cela le rend fou. La princesse tente alors de le calmer comme une amie le ferait et promet de ne pas le forcer s'il insiste pour ne plus jamais utiliser ses pouvoirs. Cependant, alors qu'elle quitte la pièce avec le grand mage, Kayaru sait déjà que la princesse essaie simplement de lui faire croire qu'elle se soucie de lui. C'était exactement comme dans sa vie passée, mais cette fois, le gars est prêt à ne pas se laisser berner par son visage botoxé et son sourire aux lèvres siliconées. Peu après, une servante apporte du thé à Kayaru, expliquant que c'est un cadeau de la princesse pour calmer ses nerfs. Sachant que le thé est empoisonné, Kayaru le boit quand même et perd connaissance. Quelques heures plus tard, à son réveil, il se retrouve enfermé dans une cellule, battu comme un voleur de rien du tout par Renard, le capitaine des chevaliers du royaume, pour avoir défié les ordres de la princesse. Après ce passage à tabac, le vil vieux mage lui fait ingurgiter de force des stupéfiants. Pendant les semaines qui suivent, Kayaru subit des abus incessants de toutes les manières les plus tordues possibles et se fait même peloter par des hommes sans gêne qui ont besoin de son corps pour booster leur magie. Quand la princesse vient le voir, elle le traite comme un sale chien et lui écrase même les noix pour son plaisir sadique. Malgré toute cette souffrance, Kayaru est toujours forcé de soigner toute la journée, mais à chaque fois, il en profite pour voler une compétence. Avec le temps, Kayaru continue de jouer la comédie en attendant patiemment que son corps s'habitue aux drogues pour pouvoir enfin reprendre ses esprits. 6 mois s'écoulent et il finit par développer une résistance. Une nuit, après que la princesse et le vieux guérisseur hideux l'ont drogué et sont partis, Kayaru retrouve soudain la raison et se rappelle qu'il a une mission. Quelques jours plus tard, il entend les gardes dire que le roi part en voyage, alors il brise aussitôt la chaîne qui lui serre le cou. Puis il débloque la grille de la prison grâce au sort d'alchimie qu'il a piqué à un vieil imbécile. Plus tard cette nuit-là, la nouvelle de l'évasion de Kayaru se répand et la princesse commence à faire les 100 pas, nerveuse. Soudain, Renard et ses hommes débarquent avec Kayaru qu'ils ont capturé et Renard demande alors un entretien privé avec la princesse. La princesse Flare accepte, mais à peine entrée dans ses appartements, Renard liquide ses 2 gardes. Avant que la princesse ne puisse lancer son attaque magique, Renard la plaque violemment contre le mur, déchire son armure de scénario et lui dérobe tous ses pouvoirs. Sous le choc, la princesse exige de savoir ce qui lui prend, et c'est à ce moment précis que Renard se transforme soudainement en Kayaru, révélant ainsi qu'il avait volé l'apparence de Renard pendant que cet idiot était occupé à le torturer. Maintenant qu'il tient la princesse, Kayaru la prévient de se préparer à 1000 ans de souffrances atroces. Quand elle le supplie de l'épargner, Kayaru lui rappelle comment elle le droguait comme un toxico et lui frappait même l'entrejambe. Elle est sidérée qu'il se rappelle tout malgré la drogue, mais Kayaru lui attrape la main de force et insiste pour faire un jeu. Il commence par lui demander 1000-7 et comme elle tarde à répondre, il lui brise les 2 jambes par magie, la forçant à ramper comme un porc. Puis il lui montre son engin de 9 pouces et en sortant un tisonnier brûlant du feu, il lui demande de choisir entre son membre ou le fer. Terrifié pour son intimité, Flare choisit l'option la moins pire et Kayaru passe la nuit entière à la malmener. Une fois qu'il a terminé, il efface sa mémoire et modifie son visage pour achever sa douce vengeance. Le lendemain matin, Kayaru enlève Flare et profite du chaos au palais pour s'enfuir. Mais avant de partir, Kayaru laisse un cadavre ressemblant à Flare pour faire croire à tout le monde qu'elle est morte. Il a aussi tout manigancé pour que le capitaine Renard passe pour le coupable. Pendant ce temps, Kayaru emmène Flare dans un motel miteux et change de visage pour être plus beau que les Saja Boys. Il décide alors de poursuivre sa vengeance, cette fois contre les membres du groupe de Flare qui l'ont battu à tour de rôle. Il prévoit aussi de vaincre le roi démon comme dans sa vie passée, et pour y parvenir, il compte devenir plus fort. Quand la princesse se réveille après son évanouissement, elle est confuse et n'a aucune idée de qui elle est car elle a perdu la mémoire. Quand elle demande à Kayaru qui il est, il lui ment en disant qu'il est son maître et qu'elle est sa sale esclave qui le satisfait. Pour lui faire croire à ses mensonges, il implante de faux souvenirs au plus profond de son cerveau et elle les accepte instantanément comme la vérité. Il lui demande ensuite de faire un petit coup rapide puisque c'est la seule chose pour laquelle elle est douée, et Flare accepte. Après l'avoir épuisé avec son énorme engin, Flare tombe instantanément amoureuse de lui à cause de ses talents au lit et lui demande ensuite son nom. Après que Kayaru se soit présentée, elle devient très tactile avec lui, alors il la serre dans ses bras avec un sourire narquois sur son visage heureux. Le lendemain, Kayaru et Flare prennent des dispositions pour quitter la ville. En chemin, ils voient les citadins rassemblés autour d'une affiche, ce qui attire leur attention.
L'affiche porte l'image de Renard, car il est considéré comme le coupable de la mort de la princesse, et voir toute la ville gober cette histoire fait sourire Keiharu de satisfaction. Cependant, juste au moment où il s'apprête à partir, Keiharu surprend soudain des gens parler de Norn, la seconde princesse du royaume, ce qui lui donne des frissons dans le dos. La raison est que dans sa vie antérieure, la princesse Norn était la seule personne à avoir compris qu'il avait retrouvé ses esprits après des années d'abus de drogue. En raison de sa perception aiguisée, Keiharu redoute de croiser son chemin et il décide donc de quitter la ville avant son retour. Quelque temps plus tard, Keiharu rêve de sa vie passée, quand il était encore le sale esclave de la princesse Flar et de son groupe. Tout ce à quoi il pouvait penser à ce moment-là était sa prochaine dose de crack, alors la princesse l'appelait un chien sale et inutile. Cette nuit-là, la princesse Flar utilise Keiharu comme son jouet personnel et le force à boire du jus de crack directement de son divin endroit humide. Ensuite, Flar ne lui montre aucune pitié en lui écrasant continuellement les bijoux de famille jusqu'à ce qu'il craque. Des heures plus tard, alors que Keiharu quitte sa tente, il est pris en embuscade par Blade, la prima donna imbue d'elle-même du groupe, qui le roue de coups pour avoir fait des folies avec sa princesse bien-aimée. Elle a ensuite réalisé que les lèvres de Keiharu devaient avoir goûté à la boîte à biscuits de la princesse, alors elle commence à lui lécher les lèvres comme un bonbon pour goûter au reste de Flar. Cependant, elle s'arrête soudainement et commence à vomir parce que les hommes la dégoûtent. Et pire encore, elle a embrassé un putois puant comme Keiharu. Comme si cela ne suffisait pas, quand Keiharu arrive enfin à sa tente pour se reposer de toutes ses tortures, il rencontre Bullet, le gros dur du groupe. Bullet l'attrape et après lui avoir frappé le visage, ce gros perdant s'amuse aussi avec lui. De retour au présent, Keiharu se réveille en sursaut de cet horrible cauchemar au son de Flar criant son nom. Dès que ses yeux s'éclaircissent du brouillard du sommeil, il se jette sur elle pour la compenser de la torture dont il vient de rêver. Après la séance de jambes en l'air, Keiharu se lave le visage dans une rivière voisine et est plus déterminé que jamais à se venger du duo de détraqués, Bullet et Blade. Plusieurs jours plus tard, Keiharu et Flar arrivent dans la ville la plus proche où ils se détendent dans un restaurant pour reprendre l'énergie que Flar a perdue à cause des coups répétés. Quand Flar tente de boire un verre d'eau, Keiharu remarque aussitôt qu'elle est empoisonnée grâce à ses yeux d'alcyon et l'avertit. Il soupçonne que la source d'eau de cette ville doit être contaminée d'une manière ou d'une autre. Quand Flar demande si la nourriture est aussi empoisonnée, Keiharu explique que la toxine ne survit pas à la chaleur, donc on peut manger. Vu la forte concentration de poison dans l'eau, Keiharu est presque sûr que toute la ville tombera malade d'ici une semaine. Étant un gars malin, il prévoit de tirer profit de cette catastrophe pour se faire de l'argent rapidement. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Keiharu boit l'eau empoisonnée. Mais comme son corps peut forger des anticorps, il les synthétise en de puissants vaccins. Le lendemain matin, en errant comme des fugitifs, Keiharu et Flar croisent un petit marchand hideux et son assistant et proposent les vaccins. Au début, le marchand, Goldman, doute de l'efficacité, alors Keiharu les laisse servir de cobayes, puisqu'ils ont déjà de la fièvre. Dès que son assistant en boit, il se sent plus énergique qu'Isho Speed après avoir descendu 50 canettes de Red Bull. Voyant l'effet miracle sur son assistant, le marchand en prend une gorgée et en un instant, il se sent 30 ans plus jeune. Avec cette preuve, le marchand accepte alors de faire affaire. Après lui avoir montré une boîte pleine de vaccins, Keiharu lui dit que le prix est d'une pièce d'or par flacon. Le vieux débris accepte aussitôt et dit à Keiharu qu'il aime sa façon de faire des affaires. Après avoir été payé, Keiharu et Flar se rendent chez un marchand d'esclaves pour en acheter un. À leur arrivée, Flar refuse l'idée d'acheter un esclave, insistant sur le fait que nul ne devrait être forcé d'en servir un autre. Mais Keiharu la regarde comme une bouffonne, car l'idiote a fait exactement ça toute sa vie. À l'intérieur de la maison d'esclaves, Keiharu et Flar sont accueillis par le marchand responsable. Alors que Keiharu se demande pourquoi le type a une tête de toxico, l'homme le prévient qu'un esclave coûte cher de nos jours. Cependant, quand Keiharu lâche un sac de pièces d'or, le type ferme sa bouche, puant la pauvreté, et les emmène vers les esclaves. Le marchand lui demande alors quel genre d'esclave il désire, et Keiharu lui répond qu'il veut un combattant, ce qui l'amène à l'emmener dans une section plus éloignée. Mais après avoir utilisé ses yeux d'alcyon pour analyser les statistiques de tous les esclaves présents, Keiharu ne trouve malheureusement aucun esclave doté de pouvoirs vraiment impressionnants. Du coup, il dit à ce petit homme, ce rat, d'arrêter de lui faire perdre son temps et de lui montrer enfin quelque chose de vraiment intéressant, du lourd quoi. L'homme accepte, mais prévient que la plupart des esclaves qualifiés sont blessés. Keiharu insiste pour les voir aussi, alors il l'emmène vers une cellule où les esclaves souffrent d'une maladie incurable. En scannant l'intérieur de la cellule, Keiharu repère une fille nommée Setsuna enchaînée dans l'ombre, et il s'approche d'elle. En y regardant de plus près, il remarque qu'elle appartient au clan du loup de glace, et pour une raison obscure, elle est furieuse.
Le marchand explique alors que c'est un rebut qui est fort mais qui a atteint sa limite et ne peut plus progresser. Alors que Keiharu s'approche pour scanner ses stats, la fille bête attaque soudainement, mais le marchand la soumet en activant son collier. Pourtant, Keiharu s'approche, et après avoir observé ses yeux bleus, il accepte de l'acheter. Il promet aussi de la laisser se venger de quiconque l'a mise en colère si elle vient avec lui, puis il l'endort. Après que Keiharu a payé pour l'esclave, le vieux marchand rusé lui dit avec enthousiasme de revenir s'il veut une autre esclave du clan Loup. Bien plus tard, de retour à l'hôtel, Keiharu retire le collier d'esclave de Setsuna, puis il la guérit. Ce faisant, son esprit est envahi par les souvenirs de la vie passée de la jeune fille. C'est là que Keiharu apprend que Setsuna veut se venger, car toute sa famille a été massacrée par les humains alors qu'elle était capturée. Après la première phase de guérison, Keiharu se rappelle le vieux marchand lui demandant de revenir s'il veut d'autres esclaves du clan Loup. Il réalise alors que les soldats du royaume doivent attaquer sans cesse les demi-humains pour en faire des esclaves. Pour la deuxième phase, Keiharu prend un flacon de vaccin et le lui donne de bouche à bouche, ce qui rend Flair un peu jalouse. Plus tard ce jour-là, Keiharu vend une autre boîte de vaccin à Goldman et reçoit son paiement. Après cela, ils retournent à l'hôtel où ils s'aperçoivent que Setsuna dort toujours. Après que Keiharu a administré la troisième dose de vaccin avec sa bouche sale, Setsuna finit par s'éveiller mais elle le gifle avec colère. Aussitôt, Flar la réprimande pour son impolitesse et lui explique que Keiharu l'a non seulement guérie mais a aussi pris soin d'elle. Quand Setsuna réalise qu'elle ne souffre plus, elle s'excuse auprès de Keiharu pour l'avoir frappée et Keiharu lui dit que ce n'est rien. Après s'être présenté, Keiharu veut un moment d'intimité avec elle, il demande donc à Flar d'aller se frotter dehors, et elle obéit avec joie. Seule, Setsuna tente de s'enfuir et attaque Keiharu, mais il l'immobilise sur le lit et lui dit de ne pas insister, car il est 100 fois plus fort qu'elle. Il l'informe ensuite d'un complot en cours mené par les soldats de l'Empire, visant à asservir encore plus de membres de son peuple, et il lui assure qu'étant donné sa faiblesse actuelle, elle ne pourra absolument pas les sauver. Pour lui expliquer sa faiblesse, car elle est trop bête pour comprendre, Keiharu remplit un mug d'eau jusqu'à ce qu'il déborde. Il explique qu'elle est comme cette tasse, car peu importe son entraînement, elle ne peut pas forcir, car son contenant est trop petit. Cependant, il lui promet qu'il peut décupler la taille de son contenant si elle lui en donne l'occasion. Pour prouver qu'il ne ment pas, il lui montre sa marque de héros sur sa main et Setsuna est alors convaincue. Elle se dit prête à tout pour devenir plus forte et ainsi pouvoir protéger son village. Mais en guise de remerciement, Keiharu exige qu'elle lui révèle son véritable nom, ce qui aura pour conséquence directe de faire d'elle son esclave à vie. Setsuna, sans hésiter, accepte cette condition. Suite à cela, Keiharu se déshabille et utilise son arme biologique pour développer et élargir son domaine crémeux. La nuit suivante, Keiharu et les jeunes femmes arrivent enfin au village du peuple loup. Observant de loin, ils aperçoivent les soldats de l'Empire et comprennent que la bataille va bientôt commencer. À ce moment-là, des soldats dégénérés s'amusent avec des filles bêtes, ce qui enrage Setsuna. Alors qu'elle s'apprête à attaquer, Keiharu la retient et lui demande de se calmer, expliquant que les soldats tentent d'attirer le peuple loup. Pourtant, voir les siens se faire humilier la remplit de fureur. Keiharu promet donc de réduire leur rang pour qu'elle puisse enfin savourer sa vengeance. Soudain, les soldats loups sortent en masse par la porte et chargent les humains. Les humains, de leur côté, ripostent en les attaquant avec des flèches et de la magie. Alors que la bataille s'intensifie, Keiharu rappelle à Flair son rôle, et après avoir mis un masque, il se présente comme un membre de la Ligue de Justice. Il lance aussitôt une attaque aérienne, et, d'un seul coup d'épée, il abat plusieurs soldats humains. Grâce au style de combat de la Sainte de l'épée qu'il a volé, Keiharu anéantit des centaines de soldats humains. Lorsqu'il se retrouve face aux soldats loups, il leur annonce qu'il est venu se battre à leur côté. Au nom de Setsuna, les loups sont alors sous le choc d'apprendre que Setsuna est toujours en vie. Pendant ce temps, le reste des soldats humains, considérant Keiharu comme une menace, décochent une volée de flèches dans sa direction. Mais à cet instant, Flar utilise sa magie pour invoquer une terrifiante boule de feu céleste qui rôtit tous les humains. Voyant cela, Keiharu rit d'excitation, ravi de voir Flar cuisiner son propre peuple avec une joie sadique. Les soldats humains étant presque tous éliminés, Setsuna peut enfin se venger, et elle le fait sans pitié, sans aucun égard pour leur vie. Une fois la bataille terminée, le peuple loup organise un grand festin pour célébrer sa victoire inattendue sur les humains. Plus tard, Keiharu localise la source d'eau de la ville et découvre que le peuple loup y a placé un dragon mort pour la contaminer par vengeance. Il demande alors à Setsuna s'il doit renforcer le poison pour tuer plus d'humains et assouvir sa vengeance, ou s'il doit purifier l'eau. Sans trop hésiter, Setsuna répond qu'elle veut qu'il purifie l'eau.
Elle explique que même si elle veut voir plus d'humains mourir, elle ne veut pas que des innocents souffrent. Keiharu purifie alors l'eau et plus tard dans la nuit, il purifie aussi la colère de Setsuna avec son long sceptre. Après cette séance de purification intense, Setsuna révèle enfin son vrai nom à Keiharu, devenant sa servante à vie. Ceci fait, Keiharu a hâte de passer à la phase suivante, trouver Blade et Bullet pour leur infliger de la souffrance. Pendant ce temps, dans la salle du trône, le roi rentre, apprend la mort de la princesse et décide de libérer Renard, qui ressemble désormais à Keiharu. Cependant, sa liberté a un prix. Il doit capturer le vrai Keiharu et Renard est ravi de pouvoir enfin se venger. Quelques jours plus tard, la Sainte de l'Épée Clyrée surprend 2 soldats parlant du massacre des troupes du royaume au village du peuple loup. Mais ce qui attire son attention, c'est la mention d'un héros ayant un style de combat similaire au sien. Pendant ce temps, Keiharu et ses compagnes se rendent à leur lieu de transaction habituel pour voir Goldman et vendre le dernier lot de vaccins. En chemin, ils croisent un sale type qui propose d'acheter Setsuna pour son plaisir nocturne contre une seule pièce d'or. Mais Keiharu refuse de vendre et conseille plutôt au fauché d'utiliser l'argent pour refaire son visage dégoûtant. Furieux, l'homme tente d'attaquer, mais Setsuna bouge comme l'éclair pour l'immobiliser. Après avoir fouillé sa mémoire, Keiharu réalise que l'imbécile est l'un des soldats déserteurs ayant survécu à l'attaque du village du clan des loups. Agacé par cette révélation, Setsuna lui offre une mort froide et rapide. Peu après, Keiharu retrouve Goldman pour faire des affaires comme d'habitude. Cependant, cette fois, Goldman amène des tueurs avec lui pour assassiner Keiharu et les filles s'il ne fournit pas la recette du vaccin. Imperturbable, Keiharu assure à Goldman qu'il est tout à fait capable d'éliminer tous ces hommes à la John Wick avant même qu'ils ne finissent de dire le mot Bonnie Blue. Cependant, comme Keiharu ne voit pas l'intérêt de se battre, il accepte de vendre la recette pour 500 pièces d'or et le vieil imbécile saute sur l'occasion. Après avoir finalisé la transaction, Keiharu et les filles repartent 500 fois plus riches qu'à leur arrivée. Pourtant, Flar n'est pas contente et estime que Keiharu n'aurait pas dû vendre la recette à ce marchand véreux. Keiharu lui dit que ça n'a pas d'importance, expliquant que Goldman est le seul perdant car il ne peut même pas reproduire le vaccin sans son anticorps. De plus, il lui rappelle que puisqu'il a guéri la source d'eau, la maladie s'éteindra naturellement, donc il n'y aura même pas besoin de vaccin. Soudain, Keiharu est attaqué de nulle part par Clyrette, et bien qu'il bloque son coup, elle parvient à lui entailler le visage. Voyant comment Keiharu a géré son attaque, Clyrette pense qu'il doit être un membre de sa famille, car seul un membre peut posséder le don d'un saint de l'épée. Elle accuse ensuite Keiharu d'être l'assassin qui a tué des milliers de soldats du royaume envoyés pour protéger le village des lycanthropes. Setsuna tente de lui dire que les soldats royaux étaient en fait les ennemis, et que Keiharu les a sauvés. Flar explique aussi que les soldats essayaient de vendre les membres du village comme esclaves. Pourtant, Clyrette refuse de croire tout ce qu'ils disent, car son cerveau tourne en 2G. Elle pense que Setsuna et Flar ont dû subir des dommages cérébraux à force de se plier en 4 pour Keiharu, alors elle jure de les venger aussi. Ne voulant pas la combattre, Keiharu lui suggère de lâcher son épée et d'embrasser la sienne. Mais Clyrette refuse, ce qui met Flar en colère, alors elle attaque avec une énorme boule de feu. À sa grande surprise, Clyrette tranche l'attaque en 2 et l'assomme net avec le pommeau de son épée. Après avoir analysé les capacités de Clyrette, Keiharu réalise que ses filles ne font pas le poids face au seigneur de guerre et que c'est un combat qu'il doit mener seul. Il ordonne ensuite à Setsuna de se retirer et alors qu'il attaque, ils s'affrontent à une vitesse sonique, mais le combat est équilibré. Après un échange intense, Keiharu remarque une légère faille dans sa défense. Il en profite donc pour briser son épée. Mais en réponse, Clyrette le frappe au ventre, l'envoyant s'écraser contre le mur. Immédiatement, Keiharu se soigne et Clyrette est choquée qu'il ait 9 vies comme un chat. Elle exige donc de connaître le nom de son adversaire. Keiharu répond qu'elle peut l'appeler papa, mais ça énerve Clyrette, alors elle charge à nouveau. Cette fois, Keiharu l'attaque par surprise avec un aphrodisiaque et l'effet est immédiat, rendant Clyrette plus lente et lui causant des chatouillements intimes. Alors qu'elle commence à haleter comme un chien assoiffé, elle se poignarde les jambes pour contrer l'effet de l'aphrodisiaque et Keiharu est impressionné par sa résilience. Désespéré d'en finir avec ce combat, Keiharu réduit la distance, mais Clyrette lui tranche la main, faisant voler son épée. À sa grande surprise, Keiharu régénère sa main tranchée, et avant qu'elle ne puisse réagir, il pose sa main sur son visage et lui montre des souvenirs des soldats du pays abusant du peuple des loups-garous. La brutalité de la scène fait perdre connaissance à Clyrette et met fin au combat.
Plus tard cette nuit-là, Keiharu ramène Clairette dans sa chambre d'hôtel pour qu'elle se repose. Avant que Clairette ne se réveille, Keiharu élabore le plan parfait pour l'intégrer enfin à son équipe. Il demande donc à Flare d'utiliser ses talents d'actrice et elle accepte. Keiharu soigne ensuite Clairette et dès qu'elle se réveille, elle exige d'être libérée. Ignorant sa demande, Keiharu lui parle plutôt de l'infâme trafic d'esclaves dans le royaume, mais Clairette refuse d'y croire et pense qu'il délire complètement. Elle insiste sur le fait que le royaume qu'elle sert ne ferait jamais une chose aussi terrible, alors Keiharu lui conseille d'être plus observatrice à son retour à la capitale. Choquée par cela, Clairette demande s'il a l'intention de la libérer, et Keiharu lui dit que s'il la voulait morte, elle serait déjà en train de traîner avec le diable dans l'au-delà. Il reprend ensuite son visage de singe et Clairette est choquée de voir qu'il est le guérisseur qui a régénéré sa main il y a des mois. Cependant, elle l'accuse toujours d'être responsable de la mort de la princesse et jure de lui couper les bourses en guise de punition. Pour prouver son innocence, Keiharu invite ensuite Flare, et Flare entre dans la pièce, arborant désormais son ancien visage. Clairette est choquée de voir la princesse en vie, et Flare la convainc davantage en mentant, disant que Keiharu était en fait celui qui l'avait sauvée. Elle rejette la faute sur le capitaine Renard pour le mal qui se passe à la capitale et pour avoir essayé de la faire taire quand elle l'a découvert. Flare a joué son rôle à la perfection sans aucune fausse note, et cela convainc Clairette au point qu'elle commence à douter de sa loyauté envers le royaume. Après le départ de Flare, Clairette s'excuse auprès de Keiharu de l'avoir un jour soupçonné, puis promet de l'aider. Pour se faire pardonner d'avoir essayé de l'envoyer dans l'autre monde, Clairette l'embrasse soudainement, et Keiharu, qui n'est pas du genre à traîner, ne perd pas de temps pour l'emmener au 7e ciel. Pendant ce temps, au fin fond de la périphérie de la capitale, des esclaves sont transportés et Renard est responsable de l'expédition tout en cherchant désespérément Keiharu. Le lendemain matin, en prenant le petit déjeuner, Clairette se montre très affectueuse avec Keiharu, rendant Setsuna et Flare jalouses, alors elle lui lance des regards noirs. À ce moment-là, ils entendent une annonce dans les rues demandant aux héros de la guérison de se rendre pacifiquement. Au même moment, alors que l'annonce est faite, des villageois de la ville natale de Keiharu défilent dans les rues comme des hérétiques. Un soldat dévoile ensuite un avis de recherche de Keiharu déclarant qu'il est le criminel responsable du meurtre de la princesse. Il ajoute que, selon le décret du capitaine Renard, quiconque fournira des informations précieuses sur Keiharu sera récompensé. Pendant ce temps, dans la chambre, Keiharu a déjà compris que le royaume tente d'utiliser son peuple pour l'attirer dehors. Pour savoir ce qui s'est passé dans son village, Keiharu ordonne à Clairette de se rendre dans sa ville natale pour s'informer et elle accepte aussitôt. Au même moment, à la capitale, un soldat rapporte à Renard qu'ils n'ont pu obtenir aucune information sur l'endroit où se trouve Keiharu. Cela rend Renard fou, et il se rappelle comment, la nuit précédente, il s'est regardé dans le miroir et a détesté ressembler désormais à Keiharu. Le visage de chimpanzé de Keiharu le dégoûte, et de rage, il se brûle accidentellement les yeux avec une barre de fer chauffée à blanc. Alors qu'il gémit de douleur, il jure d'arracher les organes de Keiharu s'il le trouve. Quelques jours plus tard, Clairette rapporte à Keiharu que son village a été attaqué par les soldats du royaume, sous prétexte qu'ils étaient tous des hérétiques. Bien que cela lui brise le cœur, Keiharu parvient tout de même à sourire, sachant que l'au-delà recevra de nombreux invités. En ayant assez de cette folie, Keiharu enfile sa veste et dit aux filles qu'il est temps pour lui d'affronter Renard. Après s'être transformé en le soldat que Setsuna a neutralisé tout à l'heure, Keiharu se rend dans la rue où les soldats font toujours défiler les gens de son village. Grâce à ses yeux de Hushin, il reconnaît un camarade du soldat dont il a pris l'apparence et entraîne rapidement le type dans un couloir. Le gars est soulagé de voir son ami en vie, alors Keiharu lui demande de l'aider à remettre une lettre au capitaine Renard, affirmant qu'il sait où se trouve le criminel qu'il traque. Le type accepte d'aider, mais juste au moment où il va partir, Keiharu l'arrête et l'interroge sur les villageois qu'ils font défiler. Le gars explique que ce sont des gens du même village que le criminel qui a tué la princesse, mais ensuite il se transforme en monstre et commence à jacasser sur le plaisir qu'il a pris à détruire le village. Il mentionne aussi comment Renard a abusé de la femme qui était comme une mère pour le criminel et à quel point il a aimé regarder ça. Entendre cela brise le cœur de Keiharu, et une fois que le fou s'en va, il se souvient d'Anna, la femme qui s'est occupée de lui au village. Elle était la seule à s'être sacrifiée pour lui sans rien attendre en retour, et la simple pensée qu'elle ait pu souffrir remplit Keiharu de rage. Plus tard cette nuit-là, Renard et ses hommes rencontrent le soldat pour l'interroger sur l'endroit où se trouve Keiharu. Ignorant que Keiharu est celui déguisé en soldat, Renard continue d'exiger de savoir où il se trouve, promettant même de grassement récompenser le soldat. À sa grande surprise, Keiharu révèle enfin son vrai visage, et alors que Renard tente d'attaquer, il réalise qu'il est incapable de bouger.
Keiharu révèle alors qu'il a imprégné toute la pièce de neurotoxines pour les neutraliser. Puis il se moque de Renard pour avoir gâché ses forces à le chercher alors qu'il est trop faible pour affronter son ombre. Alors que Renard s'emporte comme s'il pouvait faire quoi que ce soit, Keiharu fouille ses souvenirs et voit la destruction que Renard et ses soldats ont infligée à son village. Ce qui le brise le plus, c'est de voir Anna subir la grosse épée noire de Renard et cela endurcit le cœur de Keiharu pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Quelques heures plus tard, Renard se réveille pour voir que son apparence a encore été modifiée, et cette fois, de mec à traîner. Lorsqu'il exige de savoir ce qui se passe, Keiharu explique qu'il veut lui faire subir la torture qu'Anna a dû endurer. Cependant, au lieu de remords, Renard se met à rire tout en récapitulant fièrement les choses tordues qu'il a faites à Anna. Mais il s'arrête soudain de japper quand il remarque 4 monstres dopés au-dessus de lui, attendant de lui écarter les fesses comme du beurre sur du pain. Alors que Renard commence à paniquer, Keiharu dit qu'il veut qu'il ressente la douleur et la peur des faibles. Après le départ de Keiharu, les puissants hommes de valeur se jettent sur Renard pour le détruire avec leur bazooka. À la suite de cela, Keiharu se précipite dans son village pour y voir des cadavres partout. Lorsqu'il enfonce la porte de l'église, il voit Anna gisant inconsciente et presque au seuil de la mort. Il essaie immédiatement de la soigner, mais peu importe le nombre de fois qu'il lance le sort, Anna est déjà partie. Plus tard dans la nuit, Keiharu est dévasté par la perte de la seule femme qu'il considérait comme sa mère. Flair et Setsuna tentent alors de le réconforter en le serrant dans leurs bras, mais le monsieur veut un autre type de confort. Alors il les plaque sur le lit et ne les lâche pas tant que leurs jambes ne vibrent pas comme un téléphone Nokia. Après avoir satisfait ses pulsions tordues, Keiharu jure de ne plus seulement se venger de ses bourreaux, mais du royaume tout entier. Pendant ce temps, au château, la princesse Norn est furieuse de l'échec de Renard à capturer le criminel qui a assassiné sa sœur. Tout en s'amusant avec son jouet, elle décide de faire appel à Blade et Bullet pour traquer le meurtrier de sa sœur afin de détruire son vilain visage et d'offrir ses couilles au vautour. Peu de temps après, Clairette informe son papa d'une exécution imminente des gens de son village au Colisée. Elle explique que c'est un stratagème pour l'attirer, mais Keiharu insiste tout de même pour assister à l'exécution afin de sauver son peuple. Clairette l'avertit que le Colisée est un endroit dangereux rempli de demi-humains et de monstres. Pourtant, Keiharu dit qu'il ne se dégonflera pas et que sauver son peuple est quelque chose qu'il doit faire. Voyant sa détermination, Clairette accepte alors de l'aider, mais avant de partir, elle informe Keiharu de la présence de Norn à la capitale. En entendant cela, Keiharu manque de faire une crise cardiaque et il a un flashback instantané de sa première rencontre avec Norn dans sa vie passée. À l'époque, alors qu'il était tourmenté par Flair et les autres, Keiharu a décidé de suivre le scénario même si les drogues avaient quitté son organisme. Il a berné tout le monde sauf Norn, qui a vu dès le premier regard qu'il était sobre. Mais au lieu de le dénoncer, elle décide de profiter de l'occasion pour goûter elle aussi au plaisir de sa sœur. Elle lui demande de la lécher avec sa langue et de garder ses secrets. Keiharu accepte et s'y prend si bien qu'elle finit par craquer. De retour au présent, Keiharu décide d'exclure Norn de sa vengeance car elle n'a rien fait d'autre que de satisfaire ses fantasmes les plus fous. Pourtant, il jure de ne pas se retenir si elle se met en travers de sa route. Quelques jours plus tard, Keiharu assiste à l'exécution de son peuple au Colisée. En observant la scène, il remarque qu'ils sont environ 40, jeunes et vieux confondus. Bientôt, l'annonceur lance l'exécution, et avant que les villageois ne tombent comme des mouches, il offre au meurtrier de la princesse une ultime chance de se démasquer. Ne voulant pas voir son peuple mourir comme des bêtes, Keiharu finit par se révéler au milieu de la foule. Alors qu'il bondit dans l'arène tel Omniman, le bourreau le somme de se rendre pour épargner son peuple. Mais en réponse, Keiharu utilise son œil d'Alcyon pour scanner les soldats puis demande avec colère au bourreau pourquoi il a amené de tels minables. Agacé par son arrogance, l'homme ordonne à ses soldats de le capturer, mais Keiharu esquive leur attaque sans effort. Puis, d'un simple toucher, il fait exploser leurs organes. Alors que Keiharu s'avance, comme s'il était protégé par le scénario, les soldats attaquent, mais ils s'évaporent comme tes cheveux, pour réapparaître devant eux. L'instant d'après, les soldats explosent comme des bombes de fruits, maculant le sol de rouge. Keiharu continue de narguer le bourreau et ses soldats spaghetti, ce qui rend l'homme furieux, alors il ordonne à ses soldats de poignarder les villageois. Les soldats obéissent et l'homme prévient Keiharu que plus il résistera, plus les villageois mourront. Malgré cela, Keiharu continue d'avancer, les poussant à se demander s'il est bien normal. Dérouté par ses actions, un soldat pense qu'il doit planer au crack bon marché et tente d'attaquer à nouveau, mais Keiharu le fume comme si de rien n'était. Paniqué, le bourreau ordonne d'activer la barrière et il s'exécute. La barrière a le pouvoir de drainer la vie de quiconque ne porte pas le cristal protecteur.
Cependant, cette fois, la barrière draine la vie de tous ceux qui portent justement les cristaux protecteurs. C'est parce que Flair et Setsuna ont saboté le fonctionnement de la barrière depuis la salle de contrôle. En conséquence, les soldats se mettent à exploser les uns après les autres, maculant le sol d'une couleur écarlate et horrifiant les spectateurs au point de leur donner envie de vomir. Comprenant que le cristal qu'ils portent autour du cou en est la cause, le bourreau ordonne au reste de ses troupes de le retirer, ce qui les sauve pour le moment. Alors que Keiharu avance, le bourreau panique et menace de liquider tout son peuple, mais Keiharu le met au défi de le faire. Keiharu prévient aussi que le prochain soldat qui osera poignarder un villageois sera le premier à voir son créateur. Sa menace paralyse les soldats, alors Keiharu leur demande pourquoi ils ont peur de rencontrer leur créateur. Soudain, Keiharu remarque que ces villageois crachent du sang, et après avoir activé ses yeux de jade, il découvre qu'ils ont tous été empoisonnés avant l'exécution. Cela lui fait réaliser qu'ils avaient prévu d'éliminer les villageois dès le début, et que l'exécution n'était qu'un simulacre. À ce moment, une projection holographique de la princesse Flar apparaît dans le ciel, et elle s'adresse à son peuple pour prouver qu'elle n'est pas morte. La reine entre en effervescence à la vue de leur princesse supposée morte. La princesse Flar expose ensuite tous les méfaits commis par l'Empire et explique aussi que les villageois sont exécutés sans motif valable. Le bourreau tente de convaincre le peuple que la princesse ment, alors Flar chante comme elle le faisait autrefois. L'entendre chanter comme un ange suffit à convaincre le peuple qu'elle est bien leur princesse. Alors que les soldats déposent leurs épées, la foule explose de fureur et lance une attaque, menant le bourreau à être poignardé à la poitrine. Plus tard ce jour-là, Keiharu parvient à sauver certains de ses villageois. Et pour guérir le poison dans leur organisme, il invite Goldman et le paie même pour l'aider à s'occuper de son peuple. Goldman est choqué que Keiharu l'ait contacté après sa trahison, mais Keiharu lui dit que sa face est trop insignifiante pour le considérer comme un ennemi. Bien plus tard, Keiharu et les filles s'apprêtent à quitter la ville quand Cleary arrive pour l'informer d'une expédition prévue dans la capitale. Elle explique que l'expédition se dirige vers Branaka et l'avertit de ne pas s'en approcher car la personne à sa tête n'est autre que Norn. Malgré son avertissement, Keiharu insiste pour s'y rendre puis lui demande de continuer à l'informer comme une gentille fille. En route pour Branaka, Setsuna demande quel genre de ville c'est et Keiharu explique que c'est la seule ville où démons et humains coexistent. Elle demande alors si la ville n'est pas dangereuse, mais Keiharu la rassure en lui expliquant que les démons sont souvent mal compris, mais qu'en réalité, ce ne sont que des animaux dotés de puissants pouvoirs magiques. Suite à son explication, Setsuna en déduit que les humains sont aussi des démons, puisque certains possèdent d'incroyables pouvoirs magiques, ce qui fait beaucoup rire Keiharu. Alors qu'il rit aux éclats, Setsuna s'interroge et demande pourquoi il se comporte parfois comme un drogué. Pendant ce temps, Flar veut savoir pourquoi ils y vont alors que Norn et ses armées y seront. Keiharu explique alors que c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'il doit absolument voir. Et juste après avoir dit cela, il a un flashback du roi démon qu'il a vaincu dans sa vie antérieure. À la capitale, la princesse déjantée est excitée par son expédition, convaincue que c'est sa chance de capturer le meurtrier de sa sœur. Plus tard cette nuit-là, après une chevauchée épuisante, Keiharu en entame une autre, mais cette fois avec beaucoup de mouvements de hanches. Des heures plus tard, alors que les filles se reposent, Keiharu réfléchit à la manière de mettre la main sur des armements divins. Ces armements sont créés par les dieux, et ce sont les armes les plus puissantes que seuls les héros peuvent maîtriser. Généralement, ils ont la forme d'une pierre précieuse, mais après un pacte avec un héros, ils se transforment en une arme adaptée. Dans tout le royaume, il n'y a que 3 pierres précieuses, et comme dans sa vie passée Keiharu n'avait pas réussi à en obtenir, dans cette nouvelle vie, il est déterminé à s'emparer des 3 pierres précieuses. Le lendemain, Keiharu et les filles arrivent à la ville de Branaka. De l'extérieur, la ville ressemble à n'importe quelle ville normale, mais à l'intérieur c'est une foire aux monstres, car humains et démons coexistent. Keiharu explique qu'il y a bien des années, la ville fut envahie par des démons, et au lieu que le royaume n'aide, la ville fut abandonnée. Mais par un tournant inexplicable, les humains et les bêtes ont conclu un pacte et ont trouvé un moyen de vivre ensemble plutôt que de s'entretuer. En visitant la ville, Keiharu et les filles décident de se détendre dans un bar. Là, ils partagent une table avec un gars et un ogre à l'allure effrayante. Pendant qu'ils mangent et boivent ensemble, l'ogre et le gars commencent à jacasser sur la façon dont humains et monstres ont accepté de coexister. Ils expliquent que la raison de leur coexistence est simplement due aux bénéfices mutuels qu'ils partagent. C'est alors que la jolie serveuse monstre les interrompt, demandant si quelqu'un d'autre peut se joindre à leur table. Keiharu lui dit que ça ne le dérange pas, alors Cuisse de Rêve s'avance pour s'asseoir à leur table. Lorsqu'elle retire sa cape, Keiharu est choqué de voir qu'elle est le roi démon de sa vie passée, mais dans cette vie, elle porte une perruque noire.
En l'observant de près, il réalise qu'elle est beaucoup plus jeune, alors il se dit qu'elle n'est pas encore le roi démon. C'est alors que Flar déplore que, contrairement à Branaka, où les monstres sont les bienvenus, son propre royaume continue de les traiter avec hostilité. L'ogre explique alors que ce doit être parce qu'il existe plusieurs types de monstres, mais il mentionne ensuite avec gratitude qu'il n'y a qu'un seul roi démon qui règne sur tous les démons. Le gars assis avec eux plaisante en disant que le seigneur démon doit être un monstre de muscles, mais Keiharu lui dit qu'il est sûr que le roi démon est un canon. En fait, Keiharu désigne la fille qui vient de les rejoindre et annonce qu'elle est le roi démon. Amusé, le gars et le monstre musclé éclatent d'un rire moqueur à l'idée que cet elfe à l'air chétif puisse un jour être le roi démon. Mais Keiharu les assure qu'il a vu le roi démon il y a bien longtemps. Il explique que le roi démon a des cheveux argentés, des yeux pourpres profonds et des ailes noires étincelantes. En entendant cela, le gars monstre dit à Keiharu d'arrêter de raconter des cracks, expliquant qu'il est impossible que le roi démon ait des yeux pourpres et des ailes noires. Quand Keiharu demande pourquoi, il précise que les ailes noires sont un trait appartenant à la tribu des ailes noires, et que le roi démon actuel se débarrasse de tous les démons de cette tribu. Il ajoute qu'il y a aussi une énorme récompense pour quiconque capture un membre de la dite tribu. Peu après, tout le monde finit de manger, et l'elfe se lève pour partir, mais Keiharu l'arrête et lui demande son nom. Elle refuse de lui dire et l'avertit plutôt d'arrêter de se mêler de ses affaires s'il tient à la vie. Mais Keiharu répond que fourrer son nez dans les affaires des gens est son activité secondaire. Il l'avertit alors d'une attaque imminente et avant même qu'elle ne comprenne ce qu'il essaie de dire, Flar et Setsuna la protègent d'une énorme boule de feu dirigée vers elle. Malheureusement, l'elfe est touché par une fléchette empoisonnée paralysante et alors qu'elle s'effondre, un vilain minotaure s'approche pour la capturer. Alors que la jeune elfe lutte pour rester consciente, Keiharu lui demande de le supplier de l'aider. La fille refuse obstinément jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle va s'évanouir, alors elle supplie Keiharu en silence de l'aider. Sur ce, Keiharu accepte et ordonne au Minotaure de reculer. Mais le Minotaure rit et demande pourquoi diable il obéirait aux ordres d'un gringalet inutile. Refusant de céder, le Minotaure attaque, mais Keiharu l'esquive et fait exploser ses entrailles avec de la magie. Alors que Keiharu et les filles s'enfuient avec l'elfe, deux autres Minotaures tentent de les poursuivre, mais réalisent avec stupeur qu'ils ont disparu. En chemin vers leur cachette, Keiharu guérit la fille du poison présent dans son organisme. Plus tard, arrivé dans un bâtiment délabré, Keiharu demande à Flar et Setsuna d'aller s'amuser entre elles pendant qu'il s'entretient en privé avec l'elfe, et elles obéissent. Désormais seul, l'elfe exige de savoir ce que Keiharu lui veut, et Keiharu lui dit que dans 4 ans, il a rencontré le roi démon et que c'était elle. La fille pense qu'il a dû se cogner la tête car les membres de sa tribu sont plutôt des parias. Pour la convaincre, Keiharu lui montre ses yeux d'alcyon et révèle également le sceau du héros sur sa main. Immédiatement, l'elfe est sous le choc, mais Keiharu l'appelle par son nom, Eve, puis énumère toutes ses capacités, ce qui la choque encore plus. Keiharu lui dit alors qu'il n'a aucune intention de se battre. Au contraire, il aimerait voir les humains et les démons coexister. Il pense qu'en la voyant devenir le roi démon, il atteindrait son objectif. Il lui propose donc un partenariat et promet de la protéger jusqu'à ce qu'elle devienne le roi démon. Eve refuse de croire à sa sincérité et alors qu'elle s'apprête à partir, Keiharu lui rappelle qu'elle serait morte sans lui. Il lui rappelle aussi que les ailes sur son dos ne feront que s'alourdir avec le temps. Apparemment, les âmes de la tribu des ailes noires, qui ont tous été tués, résidant dans ses ailes, cherchant vengeance. Émue par ces paroles, Eve s'écrie que tous ses alliés ont été éliminés et qu'elle ne peut rien faire seule à part fuir. Keiharu promet alors de rester et de la protéger, et propose même de l'aider à éliminer l'actuel roi démon pour qu'elle puisse prendre sa place. Ainsi, elle pourra venger les âmes de son peuple qui résident dans ses ailes. Quand Eve demande ce qu'il a à gagner dans tout ça, Keiharu lui répond qu'il veut seulement le globe du roi démon. Choquée, Eve protège aussitôt sa poitrine rebondie, pensant qu'il veut la palper, mais Keiharu précise qu'il ne parle pas de ces globes-là, mais de celui qu'il obtiendra en massacrant l'actuel roi démon. Incapable de décider sur le moment, Eve demande à réfléchir à son offre pendant la nuit et Keiharu accepte. Plus tard cette nuit-là, Eve profite d'un sommeil bien mérité, mais elle se réveille en entendant soudain des bruits de claquements rythmés. À sa grande surprise, elle voit une scène digne d'OnlyFans se dérouler sous ses yeux et se cache immédiatement le visage. Mais Keiharu explique que c'est leur routine habituelle. En s'approchant d'elle, il lui montre son engin démesuré et l'invite à les rejoindre pour un plan à 3. Mais Eve est si effrayée par la taille de son brakmar qu'elle finit par appeler sa maman en hurlant. Alors Keiharu décide de la laisser tranquille. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Eve est encore gênée d'avoir interrompu leur moment intime.
Mais Keiharu, le remarquant, lui dit de ne pas s'en faire pour ça. Troublée, Eve se plaint qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il montre ses abdos comme ça. Alors Keiharu la taquine sur sa virginité, ce qui l'embarrasse. Ensuite, Keiharu demande à Eve si elle a décidé de les laisser la protéger jusqu'au jour où elle deviendra le roi démon. Avant qu'elle ne réponde, il lui rappelle qu'une fois roi démon, cela ouvrira la voie à des négociations avec les humains. Eve demande alors pourquoi il veut tant mettre fin à la guerre entre humains et démons, et Keiharu explique que la guerre n'est qu'une ruse de l'Empire pour faire du profit. Il dit en avoir assez que d'innombrables humains et démons perdent la vie dans une guerre insensée. Comprenant son point de vue, Eve accepte son offre, mais prévient que son petit trou rose ne doit jamais être son but ultime. Keiharu lui dit alors de ne pas trop se vanter, expliquant qu'il n'exposerait jamais Flar et Setsuna pour ses fesses qui ne sont même pas en or. Après le petit déjeuner, Keiharu et Eve partagent un moment privé, durant lequel il demande si elle peut contrôler des monstres et si elle en a déjà un. Eve confirme qu'elle a son propre monstre, mais admet avec frustration qu'elle a du mal à s'en occuper. Elle explique que c'est parce qu'elle doit subir des épreuves avant de pouvoir dompter la bête. Keiharu propose alors de l'aider à surmonter ces épreuves, et quand il demande de quel genre de monstre il s'agit, Eve révèle que ce n'est pas un monstre, mais un dieu nommé Caladrius. Choqué par la révélation, Keiharu se rappelle que Caladrius est un oiseau divin capable de propager des maladies infectieuses. Un simple battement d'ailes peut détruire un pays entier, et l'idée de posséder une telle bête divine fait sourire Keiharu. Il suggère donc de le dompter, mais Eve demande s'il a perdu la tête, expliquant que c'est une mission suicide. Cependant, Keiharu lui dit que si elle veut avoir une chance de vaincre l'actuel roi démon, elle aura besoin de cette bête à ses côtés. Eve accepte alors, mais prévient que de nombreuses conditions doivent être remplies avant les épreuves. Quand Keiharu demande quelles sont les conditions, Eve explique que l'une d'elles est un voyage autour de la planète. À ce moment, Flar et Setsuna interrompent leur conversation, alors Keiharu en profite pour annoncer qu'il va quitter la cachette pour recueillir des infos sur les ennemis qui les ont attaqués la veille. Paniquée, Eve lui rappelle que les ennemis connaissent déjà son visage. Pour régler ça, Keiharu change encore de visage pour la 100e fois dans cet animé pour ressembler à un acteur Disney raté. Sous le charme de son beau visage, Flar et Setsuna se blottissent immédiatement contre lui, suppliant de frotter son visage avec leurs fesses. Alors Keiharu promet qu'ils le feront une fois qu'il sera de retour. Plus tard ce jour-là, Keiharu retourne au bar où il a croisé les Minotaures qui voulaient capturer Eve, pour réaliser que l'endroit a été complètement détruit. Soudain, il est attaqué par un minotaure chevauchant un taureau féroce, mais il parvient à s'écarter d'un bond. Keiharu se demande comment le colosse a pu découvrir son identité. Et comme s'il lisait dans ses pensées, le minotaure révèle que son odeur dégoûtante l'a trahi. Alors que le minotaure lui tire dessus, Keiharu fait un saut périlleux, tel un maître de l'air, et poignarde le taureau enragé, le rendant fou. Plus tard, quand Keiharu rentre au repère, il achète des vêtements douillets pour les filles afin qu'elles n'aient pas froid, et elles adorent ça. Après avoir raconté comment il a été attaqué par le Minotaure, Keiharu suggère à Setsuna d'utiliser son odorat fin pour localiser les Minotaures. Il propose d'attaquer cette nuit-là et tout le monde accepte le plan. Plus tard dans la nuit, Keiharu et Setsuna suivent l'odeur des Minotaures jusqu'à un endroit caché au fin fond de la forêt. Keiharu attaque alors leur taureau enragé avec une bombe aphrodisiaque qui le rend incontrôlable et le pousse à s'en prendre à l'un des Minotaures. Le cri du Minotaure attire les autres, alors Keiharu et Setsuna lancent une attaque surprise rapide en éliminant certains et assommant les autres. Après avoir ligoté les Minotaures inconscients, Keiharu ordonne à Setsuna d'ériger un mur de glace, les enfermant pour qu'ils ne puissent jamais s'échapper. Quand les Minotaures reprennent connaissance, ils supplient pour leur vie, alors Keiharu promet de les libérer s'ils répondent honnêtement à sa question. Il demande s'ils sont les seuls à savoir qu'Eve est candidate au titre de roi démon, et les Minotaures confirment que c'est le cas. Il le supplie de les laisser partir, lui rappelant sa promesse, mais Keiharu les traite de naïfs. En s'éloignant, il leur dit que c'est sa vengeance pour la destruction de son pub préféré. De plus, il les informe que le taureau enragé en chaleur est aussi à l'intérieur, pour les harceler pour l'éternité. Sur le chemin du retour, Keiharu apprécie tant sa vengeance qu'il rit comme un méchant déjanté, ce qui effraie Setsuna et la fait douter de son maître. Bien plus tard, cette nuit-là, Keiharu loge les filles dans un hôtel décent avec un bon lit au lieu du taudis où elles séjournaient. Cela réjouit Flar et Setsuna, car elles ont enfin un matelas moelleux pour leurs ébats nocturnes. Cependant, Eve s'inquiète de devoir rester dans la même chambre pendant qu'ils s'amusent, car Keiharu n'a loué qu'une seule pièce. Timidement, elle demande à Keiharu une chambre séparée, mais le séducteur refuse, affirmant qu'il serait trop difficile de la protéger si elle était loin de lui. N'ayant pas le choix, elle accepte de rester, mais supplie Keiharu de penser à elle quand il déchaînera ses talents sur ses filles.
Comme par hasard, Flair et Setsuna disent avec excitation à Keiharu qu'elles sont prêtes à sentir la douceur du lit et la dureté de son épée. Keiharu accepte, mais avant de commencer, il conseille à Eve de mettre des bouchons d'oreilles car la berceuse de cette nuit sera intense. Le lendemain, alors que Keiharu achète un bâton magique pour Flair à l'armurerie, il entend dire que des soldats de la capitale sont entrés en ville. Immédiatement, il ordonne à Flar de retourner à l'auberge pendant qu'il se poste au sommet d'un grand bâtiment pour observer la scène. En scrutant l'escorte de soldats d'élite, il remarque la princesse Norn parmi eux, mais ce qui le trouble vraiment, c'est la vue de Blade. À ce moment, Keiharu remarque la présence de l'un des 3 plus puissants assassins au monde nommé Hawkeye, ce qui l'effraie et le fait fuir. Même avec Hawkeye présent, Keiharu est toujours déterminé à ne pas reculer pour se venger de Blade. La présence de la princesse et des soldats de la capitale attire l'attention de tous, et parmi les citoyens, Blade s'intéresse particulièrement à une belle jeune fille. Plus tard dans la nuit, Blade drogue la fille et profite d'elle. Le lendemain, Keiharu et les filles prennent leur petit déjeuner dans un restaurant local du centre-ville avec un marchand nommé Carmen. Pendant qu'ils mangent, Keiharu demande à Carmen de lui donner de l'argent pour continuer à gâter ses filles, et en retour, il lui propose une potion de soin et une potion d'endurance qu'il a fabriquée. Voyant la valeur des potions, Carmen accepte le marché et négocie également pour en obtenir davantage. Carmen devient alors sérieux et conseille à Keiharu d'être prudent. Quand Keiharu demande pourquoi, il révèle qu'une de ses clientes s'est récemment fait agresser par le héros de l'épée. Il explique ensuite que comme le héros de l'épée est très puissant, le père de la victime est impuissant à faire quoi que ce soit. En guise de conseil, Carmen avertit Keiharu d'éviter de fréquenter le bar près du domaine du seigneur avec ses filles, l'avertissant que s'il le fait, elles finiront par devenir les jouets de Blade. Voyant là l'occasion idéale de se venger de Blade, Keiharu commence à réfléchir à laquelle des filles utiliser comme appât. Il pense à utiliser Flair car elle est plus séduisante que les autres. Cependant, comme Blade était obsédé par la princesse dans sa vie passée, il comprend vite que ce serait trop risqué. Plus tard cette nuit-là, après s'être occupé des filles, Keiharu continue de se demander quelle fille utiliser comme appât. Finalement, il décide de n'utiliser personne car il ne supporte pas l'idée que Blade joue avec ses jouets. Le lendemain matin, Keiharu demande à Flair de lui mettre un maquillage prononcé sur le visage. Flair est profondément confuse par sa demande, se demandant si son maître veut à ce point ressembler à Kylie Jenner. Pour expliquer, Keiharu se transforme en une beauté fatale et les filles s'extasient sur sa mignonnerie. Après que Flair lui a fait un relooking complet, Keiharu ressemble maintenant davantage à une princesse d'un autre animé, mais les filles sont toutes sur lui voulant le lécher comme une sucette. Plus tard dans la soirée, Keiharu, toujours sous son apparence de beauté fatale, se rend au bar proche du domaine du seigneur. En chemin, il est pris en embuscade par 3 voyous qui veulent abuser de lui, alors il les assomme rapidement. Plus tard, arrivé au bar, Keiharu s'assoit tranquillement avec un verre de henny, attendant en silence et espérant que Blade se montrera également. Heureusement, Blade entre et dès qu'elle pose ses yeux avertis sur la jolie Keiharu, elle mord à l'hameçon comme un chien sur un os. Elle s'assoit avec lui et demande à boire en sa compagnie. Keiharu accepte et ils passent des heures à discuter et rire ensemble, enchaînant les verres. Keiharu se plaint alors d'être éméché et dit qu'il aimerait rentrer, mais Blade empoisonne un verre et insiste pour qu'il boive une dernière gorgée. Sachant ce qu'elle a fait, Keiharu refuse et demande qu'elle le boive à sa place, et Blade prend froidement une gorgée, mais elle lui force ensuite à boire en l'embrassant. Le poison fait alors effet instantanément et Keiharu s'évanouit. Des heures plus tard, alors que Blade transporte Keiharu inconscient vers sa chambre d'hôtel, elle est soudainement attaquée par un homme en cape. Mais elle l'esquive, faisant trébucher ce pauvre idiot comme un sac de patates. Une fois remis, l'homme accuse Blade d'avoir blessé sa fille et charge à nouveau. Mais cette fois-ci, Blade utilise Keiharu comme une véritable arme, le projetant directement sur l'homme. Pour éviter de s'écraser, Keiharu se réveille en plein vol et lui assène un coup de pied foudroyant qui le laisse dans le coma. Blade est stupéfaite de le voir éveillé malgré la drogue, et vu son agilité, elle le soupçonne d'être un assassin. Elle attaque alors épée au poing, mais Keiharu la frappe au visage, ce qui la rend furieuse. Elle active alors son Ragnarok sacré pour décupler sa force, et grâce à son agilité, Blade saisit Keiharu au cou comme une volaille. Après l'avoir presque étranglé, Blade projette Keiharu au sol, le laissant totalement inconscient. Peu après, Keiharu se réveille ligoté dans une chambre, comme un acteur dans 50 nuances de grès. Mais au moment où Blade tente de passer son doigt sur son entrejambe, elle réalise avec stupeur qu'au lieu d'un puits, il cache quelque chose de bien plus dur qu'une brique. Elle comprend alors que sa partenaire de jeu est en réalité un homme déguisé.
Écœuré, Blade manque de vomir ses tripes, mais Keiharu en profite pour se libérer par alchimie et lui entaille le ventre avec une dague empoisonnée. Keiharu se moque d'elle pour l'avoir pris pour une fille, et pour la tourmenter, il lui montre son énorme engin. Furieuse, Blade tente de saisir son Excalibur pour pouvoir le trancher, mais Keiharu lui transperce la main de plusieurs dagues et elle finit par perdre connaissance. Après avoir soigné Blade, Keiharu apprend que la princesse Norn prévoit une mission de destruction massive en ville sous 3 jours. Étrangement, cette nouvelle le remplit d'excitation. Plus tard, Blade se réveille sur une scène et réalise qu'elle est désormais infirme. Alors qu'elle tente d'atteindre son arme divine, Keiharu apparaît et ouvre les rideaux de la scène. À l'horreur de Blade, les rideaux révèlent d'affreux orques prêts à bondir sur elle. Terrifié et craignant pour sa vie, Blade supplie Keiharu, mais celui-ci lui répond que c'est déjà bien trop tard, et il lui propose alors de jouer à un jeu. En ce qui concerne les règles du jeu, Keiharu explique que ces vils orques sont animés par une faim insatiable, et qu'en même temps, ils désirent ardemment une action intense. Keiharu ajoute qu'elle n'échappera à leur appétit qu'en continuant de les séduire. Il précise que si elle les satisfait jusqu'au matin, sans être dévorée, il la libérera volontiers. Incapable de croire à ce cauchemar, Blade supplie encore, mais les orques se jettent sur elle sans ménagement. Une fois qu'ils en ont fini, ils finissent par la dévorer. Blade morte, son Ragnarok reprend sa forme de gemme d'origine, et Keiharu s'en empare. Sa vengeance sur Blade accomplie. Le prochain est Bullet, le gros pervers débile, et Keiharu compte bien le torturer jusqu'à ce qu'il regrette d'être né. Le lendemain, alors que Keiharu se fait payer par Carmen pour une potion, il croise Hawkeye, venu lui aussi en acheter. La présence de Hawkeye glace le sang de Keiharu, et ce qui l'effraie le plus, c'est quand Hawkeye déduit rapidement qu'il est l'alchimiste responsable de la production des potions de haute qualité. Keiharu tente d'attaquer Hawkeye à ce moment-là, mais Hawkeye se présente officiellement et propose ensuite à Keiharu un emploi au château en tant qu'alchimiste. Mais Keiharu rejette l'offre, affirmant qu'il n'est qu'un voyageur sans importance et qu'il n'aurait aucune valeur pour la famille royale. Sans vouloir insister davantage sur sa proposition, Hawkeye prévient Keiharu de ne plus jamais tenter de l'attaquer, où il pourrait bien être contraint d'agir. Après le départ de Hawkeye avec la boîte de potions qu'il a achetée, Setsuna admet qu'elle peut sentir à quel point il est puissant. Et sa présence la fait trembler. Keiharu lui demande alors qui est le plus fort entre lui et Hawkeye, et Setsuna répond qu'en force, Keiharu l'emporte, mais elle marque ensuite une pause. Sentant son hésitation, Keiharu lui tapote la tête, puis avoue qu'il pense ne pas pouvoir battre Hawkeye en combat. Se parlant à lui-même, Keiharu comprend que le plus grand défi pour atteindre la princesse Norn sera Hawkeye. Plus tard cette nuit-là, Keiharu est tourmenté, et la simple pensée des capacités de Hawkeye le fait frissonner. Ses yeux perçants, capables d'anticiper le moindre tressaillement musculaire, et ses réflexes divins font de Hawkeye un adversaire redoutable. Pour vaincre un tel dieu de la guerre, Keiharu réalise qu'il aura besoin d'une arme divine. Dans sa vie passée, Flar maniait le bâton Varnagar, Blade maniait Ragnarok et Bullet maniait le Blessed Blazer. Il était le seul héros du groupe à ne pas posséder d'arme divine. Mais maintenant, avec la pierre de Blade en main, Keiharu est prêt à en manier une. Après avoir activé la pierre, une voix dans l'orbe magique le reconnaît comme le héros de la guérison. La voix lui demande alors ce qu'il désire, et Keiharu répond qu'il souhaite la dévastation et l'immortalité. Juste après ces mots, une armure divine nommée Gerugius se fixe à ses mains, ce qui excite tellement Keiharu qu'il éclate de rire. Plus énergique que jamais, Keiharu fait irruption dans la chambre, et cette nuit-là, il offre à Flar et Setsuna la chevauchée la plus intense de leur vie. Pendant ce temps, Eve, qui observe en silence, aimerait que Keiharu utilise sa porte dérobée, ne serait-ce qu'une fois. Mais comme elle est trop timide pour exprimer ses sentiments, elle décide de s'occuper d'elle-même. Au même moment, la princesse Norn apprend la disparition de Blade, et bien qu'elle soit furieuse, elle ordonne à ses chevaliers de poursuivre le plan. Le lendemain, tout le monde en ville se rassemble pour un message important de la princesse Norn. À son arrivée, elle annonce que la raison de sa visite est de libérer la ville des démons qui les contrôlent. Elle tente de les convaincre de haïr les monstres qui vivent en paix avec eux, mais le peuple refuse et commence à se rebeller. Enragé par leur défi, Norn ordonne à ses chevaliers de massacrer tous les démons et de tuer tout humain qui s'opposerait à eux. Les chevaliers du royaume obéissent et commencent un carnage sanglant dans toute la ville. Personne n'est épargné. Monstres et humains sont assassinés pour satisfaire les ordres de la princesse sadique. Pendant ce temps, Keiharu observe le massacre depuis sa chambre et au début, il choisit de ne pas intervenir.
Mais soudain, il aperçoit Carmen tentant de sauver une fille, mais ce faisant, le brave homme se fait trancher et meurt sur le coup. Enragé par la mort de son ami et associé, Keiharu active son armure sacrée et élimine les chevaliers responsables sans même transpirer. Après cela, il décide de ne plus se retenir et se lance dans une virée sanglante pour supprimer tout chevalier du royaume qu'il croise. Plus tard, ce jour-là, un chevalier se précipite dans la salle d'audience royale pour rendre compte du succès de l'éradication. Cependant, il informe également Norn de l'existence d'un mystérieux épéiste qui a décimé près de 80% des soldats du royaume. Norn est choquée d'apprendre cela, elle ordonne donc immédiatement au chevalier de capturer cet épéiste par tous les moyens. Soudain, une voix retentit dans le ciel, attirant l'attention de tout le monde. Il s'avère que la voix provient d'une projection holographique de la princesse Flair, se présentant comme la première princesse du royaume. La princesse Flair annonce qu'elle a passé peu de temps dans la ville et qu'à cette époque, elle a vu des humains et des monstres vivre ensemble heureux. Elle dit aux chevaliers que les démons de la ville ne sont pas les ennemis et leur demande ensuite d'arrêter cette effusion de sang inutile. Pendant ce temps, Norn, témoin de ce qui se passe, est furieuse car elle réalise que cela pourrait gâcher son plan. La princesse Flair supplie alors les gens d'arrêter de se battre pour embrasser la paix et touchés par ces paroles, les chevaliers déposent leurs armes et se rendent. Voyant que ses plans ont fonctionné exactement comme il l'avait prévu, Keiharu sourit et se prépare pour sa prochaine action. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, Norn ne croit pas à la projection holographique de sa sœur et sent que quelque chose ne va pas. Elle sait que sa sœur déteste les monstres autant qu'elle, et le simple fait de l'avoir plaidé pour eux la convainc que quelque chose cloche. Alors qu'elle confie ses soupçons à Hawkeye, Keiharu surprend tout juste derrière la porte, et il n'est pas surpris que Norn ne soit pas dupe de la projection. Norn dit à Hawkeye qu'elle pense que sa sœur est manipulée par le mystérieux épéiste, et elle est certaine que cet épéiste est le héros guérisseur. Soudain, Keiharu fait irruption dans la salle d'audience. Mais Hawkeye sent déjà sa présence, il attaque donc Keiharu avec des flèches, que Keiharu dévie. À ce moment-là, deux chevaliers chargent Keiharu, mais il en fait un véritable carnage sanglant. Hawkeye continue de tirer des flèches sur Keiharu en succession rapide, mais Keiharu parvient à toutes les dévier et se rapproche même assez pour croiser le fer avec lui. Quand Keiharu tente de le saisir avec sa main blindée, Hawkeye s'échappe comme une mouche, évitant de justesse le piège, puis enfonce sa lame dans le ventre de Keiharu. Alors que Keiharu crache du sang, il s'auto-guérit immédiatement en utilisant le pouvoir de l'armure sacrée. Frustré, Hawkeye charge imprudemment cette fois, et Keiharu profite de cette erreur pour enfin poser la main sur lui, faisant exploser Hawkeye comme une arme biologique. Ses défenses étant désormais anéanties, Keiharu assène à Norn un puissant coup de poing en plein ventre, ce qui la rend inconsciente avant de l'enlever. Quelques heures plus tard, Norn se réveille et se retrouve ligotée comme un animal. Lorsqu'elle tente d'appeler à l'aide, Keiharu lui dit que c'est inutile, car tous les soldats sont déjà retournés à la capitale. Pour accomplir sa vengeance pour la mort de Carmen, Keiharu gifle Norn plusieurs fois sur son visage arrogant et lui dit qu'il ne lui pardonnera jamais. Alors que Norn implore sa pitié, Keiharu l'assure qu'elle paiera également pour la destruction de son village. Pour exercer sa vengeance, Keiharu invite Flar, sa sœur, à jouer avec Norn toute la nuit jusqu'à ce qu'elle brise ses barrières. Des heures plus tard, quand elles ont fini, il efface la mémoire de Norn puis modifie son visage pour lui donner une nouvelle identité. Keiharu implante également un nouveau souvenir dans son cerveau qui la fait tomber éperdument amoureuse de lui. Le lendemain, Clairette rend visite et est choquée de voir que son coup de cœur s'est trouvé un nouveau jouet. Voyant à quel point cela la rend jalouse, Keiharu l'embrasse, et tout au long de la journée, il s'amuse avec son harem, sauf Eve, qui préfère s'amuser toute seule. Quelques jours plus tard, à la capitale, le roi apprend la disparition de sa seule fille restante, alors il convoque Bulette pour trouver le responsable. Cependant, Keiharu prévoit déjà l'action du roi, alors il envoie les filles en mission pour trouver le monstre d'Eve pendant qu'il affronte Bulette seul. Avant de partir pour sa mission de vengeance finale, Keiharu se rend sur la tombe de Carmen pour lui rendre un dernier hommage et aussi pour rendre hommage à Anna. Après cela, il se dirige vers la capitale pour écraser le sale gros gorille qui l'a tourmenté et l'a fait souffrir dans sa vie passée. Pendant ce temps, dans une pièce sombre, la photo de Keiharu est placardée sur les murs, et Bulette est ravie de pouvoir enfin rencontrer le mignon petit homme avec qui il a fait des choses perverses dans ses rêves. Commentez, j'adore les filles bizarres, si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette prochaine vidéo.